Les participants à la table ronde vont venir me rejoindre d'ici quelques secondes. Valérie Aubray-Graïc, qui est directrice adjointe à la mission locale de l'agglomération rouennaise, Julien Mingot, directeur régional de Locaux Acto, du réseau Opcalia. Bienvenue. Régis Provost, directeur du groupe FIM. Directeur apprentissage. Directeur apprentissage. J'avais monté d'un cran tout de suite. et Marion Talabo, qui est alternante et qui travaille à la direction des ressources humaines du groupe La Poste. Voilà, donc on a Julien en image, c'est parfait. Merci bien. Alors, on va tout de suite commencer. Je ne sais pas, on va peut-être se remettre en mode, là je laisse nos opérateurs derrière gérer la technique. On va bien sûr s'installer dans la continuité des propos de Jean Clénet. Et moi, ce que je propose, c'est de questionner, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous, je dis bien la chance parce que ce n'est pas toujours le cas, mais d'avoir avec nous donc, une alternante, donc Marion Talabo, bonjour. Donc Marion, vous êtes alternante en Master RH au CESI et vous êtes salariée, donc en contrat d'alternance à la direction des ressources humaines donc, du réseau La Poste, chargée de mission RH spécialisée notamment sur l'alternance. Et donc, vous avez comme référente, en l'occurrence, une personne qui s'appelle Madame Saint-Paul. Peut-être nous expliquer justement dans une entreprise comme Réseau La Poste, et pour ce qui vous concerne particulièrement, vous avez plusieurs tuteurs, si j'ai bien compris. Tuteurs administratifs, il y a des tuteurs plus métiers. C'est ça. Bonjour à tous. Donc, effectivement, c'est vrai que j'ai la particularité d'être à la fois alternante en Master 2 RH, mais aussi travailler sur l'alternance au sein du réseau La Poste. Donc, effectivement, j'ai comme tuteur Monsieur Briand, qui est le directeur des ressources humaines de la direction régionale Seine-et-Eure. Et donc, au sein de notre équipe RH, nous avons 3 RRH qui ont des domaines de compétences différents, en plus d'un portefeuille agent. Et donc, j'interviens auprès de tous les responsables sur différents sujets, notamment l'alternance. Bien, vous avez la chance de pouvoir vous tourner vers la personne la plus compétente ou la plus adaptée en fonction des sujets, en fonction des questions que vous pouvez avoir. C'est une chance. Alors, les alternants dans le réseau La Poste proviennent de différents organismes de formation, puisqu'il y a différents métiers qui sont représentés, dont certains de l'IFA Marcel Sauvage, conseiller financier, je crois. Ce qui veut dire que les tuteurs eux-mêmes sont dans des établissements et ont des profils différents. Quelles sont effectivement les structures dans lesquelles on va trouver les tuteurs qui accueillent ces alternants au réseau La Poste? Alors, au réseau La Poste, la majorité de nos alternants sont dans les bureaux de poste, puisque le réseau La Poste gère l'ensemble des bureaux de poste de notre direction régionale. Donc, les tuteurs sont majoritairement les directeurs de secteur, mais on a aussi des profils soit de conseillers financiers, soit de responsables clientèle professionnelle. Donc ça dépend en fait surtout de la composition du secteur. Dans la majorité des cas, ce sont des directeurs de secteur, mais sur des secteurs un petit peu plus gros, on va avoir des responsables clientèle particuliers ou professionnels, et à ce moment-là, ce seront ces personnes-là qui seront tuteurs. Et pour tout ce qui est support, fonction support comme la RH, la communication ou alors le contrôle de gestion par exemple, là ce sont les directeurs de pôle qui sont tuteurs. D'accord. Vous me disiez ce matin même, quand on en a discuté, qu'il y a une certaine stabilité dans les équipes des salariés, donc ce qui fait que les tuteurs sont assez souvent les mêmes d'une année sur l'autre, mais malgré tout, comme dans toute entreprise, il y a aussi de la rotation, il y a des mutations, il y a toutes sortes on va dire, d'événements de vie qui font qu'il y a de nouveaux tuteurs qui arrivent également tous les ans, qui prennent leurs fonctions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à la Poste, enfin, avant de vous dire comment, c'est est-ce qu'on accompagne ces tuteurs, est-ce qu'on les lâche dans la nature ou est-ce qu'on prévoit quelque chose pour qu'ils deviennent des tuteurs expérimentés rapidement? Alors, cette année, nous avons mis en œuvre, comme vous l'avez dit, ce sont des tuteurs qui sont
référents depuis maintenant plusieurs années. Donc, ce sont des tuteurs qui sont un petit peu rodés au tutorat. Néanmoins, nous avons mis en place cette année une réunion préparatoire dans laquelle je leur présente les promotions. Donc, j'ai fait des réunions en fonction en fait des métiers sur lesquels nous avons recruté nos alternants. Et donc, lors de ces réunions préparatoires, on leur présentait le programme, comment nous, on entendait mener notre politique d'alternance sur la direction régionale. On leur présentait les promotions et puis on essayait de voir avec eux un petit peu quelles étaient leurs attentes et on leur présentait une formation et un livret guide tuteur qui est mis en place en fait par notre centre de formation interne à l'école de la banque et du réseau. Sur les bonnes pratiques pour être tuteur. Donc, le but de cette réunion, c'était de reprendre les éléments ensemble, leur présenter les différentes fiches sur lesquelles nous allons travailler sur l'année. Bien évidemment, toutes les fiches sont reprises lorsque nous nous rencontrons avec les tuteurs parce qu'entre-temps, c'est vrai qu'ils ont fait autre chose, ils ont eu leur travail quotidien. Donc, on les accompagne le mieux possible. D'accord, on reviendra sur le contenu de cette formation tout à l'heure. Vous me disiez que vous avez un rôle, malgré tout, vous, dans la relation tripartite entre, on va dire, donc les tuteurs, les jeunes qui sont en alternance et les différentes écoles aujourd'hui. En quoi est-ce que ça consiste? C'est quoi l'objectif de ce rôle et de cette mise en relation? Quelle est votre mission? À quoi vous vous attachez dans votre mission, justement? Alors nous, on essaye vraiment de mettre en place une réelle synergie entre les centres de formation. Là, je vais parler pour l'IFA Marcel Sauvage, mais aussi notre école interne, donc l'EBR, l'école de la banque et du réseau, mais aussi le travail en secteur. On essaye vraiment d'homogénéiser le plus possible les méthodes pour que les alternants soient vraiment encadrés tout au long de l'année et leur donner une expérience qui soit quasi individualisés en fait, même s'ils font partie d'un groupe d'alternants, on essaye vraiment qu'entre l'école interne, les centres de formation et la RH, il y ait vraiment un travail conjoint et une synergie qui soit mise en place. D'accord, très bien. Merci Marion. Je vais me tourner vers Régis Provost. Régis, vous êtes donc directeur de l'apprentissage, comme on l'a dit tout à l'heure, au groupe FIM. De mémoire, le groupe FIM, c'est à peu près 1300 apprentis au dernier comptage, comme on dit. Et plus de la moitié sont des alternants post-bac. Vous m'avez expliqué. Alors, quand on a échangé effectivement sur cette question de l'accompagnement, vous m'expliquiez qu'en fait, il y avait une démarche spécifique qui avait été mise en place depuis plusieurs années dans les centres du groupe FIM. C'était que l'apprenant soit au cœur de l'accompagnement. Soit acteur de l'accompagnement. Alors moi, en relisant mes notes, je me dis, ce qu'il m'a dit, c'est un petit peu « aide-toi et le ciel t'aidera » quand même. Ou est-ce que ça consiste quand même à des choses autres que je me débrouille? Bien, oui, merci Jean-Luc. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Clénet pour votre intervention. C'est un privilège d'être à vos côtés pour cette table ronde. Bonjour Annabelle. Bonjour Julien, on se connaît déjà. Oui, alors on a mis en place depuis maintenant, on va dire 3 ans, on a expérimenté, on a bricolé, on va dire au sens noble du terme, de façon à donner un peu plus de pouvoir à l'apprenti. C'est ce que vous précisiez, Monsieur Clénet, à donner du pouvoir à l'apprenti. Alors, on expérimente bien souvent sur des programmes post-Bac+2, post-Bac+3. On bricole, on voit si ça fonctionne, on réajuste et ensuite on déploie sur d'autres programmes. Alors, pour ce qui concerne l'accompagnement qu'on a pu expérimenter, c'est un processus, sur un parcours, un Bac+3 ou Bac+4 ou 5, on a mis en place un processus avec, par exemple, sur un parcours d'1 an, 7 étapes, des entretiens individuels avec le responsable pédagogique, et puis bien sûr des entretiens avec le maître d'apprentissage. Et puis on demande à l'apprenti de formaliser tout cela. Notamment lors des rendez-vous avec le maître d'apprentissage en entreprise, on demande à l'apprenti de bien préparer les choses en amont. C'est-à-dire c'est lui qui prend le rendez-vous avec son maître d'apprentissage, qui prépare ce rendez-vous, qui adresse l'ordre du jour et qui anime la réunion avec le maître d'apprentissage.
Suite à cela, il doit nous rendre compte dans les 48 heures du compte-rendu formalisé sur un document type. Et donc, ça donne davantage de sens à son apprentissage. Ça incite l'apprenant à s'interroger sur le sens de son engagement, le sens de sa mission, sur les modalités de son accompagnement. Donc, c'est un message aussi qui peut passer au maître d'apprentissage en disant, voilà, j'ai besoin de vos feedbacks. Hein, et donc, tout ça est formalisé, et tout ça est animé, construit, co-construit par l'apprenti et son référent pédagogique. Et donc, voilà, c'est au minimum 2 fois dans l'année. Ça peut être un peu plus si l'apprenti le sollicite, mais on s'engage à ce suivi minimum 2 fois dans l'année. On s'éloigne beaucoup de la visite exclusivement obligatoire et subie par l'apprenti. Oui, disons que je partage pleinement le point de vue de M. Clénet. C'est vrai qu'il existe encore aujourd'hui, même chez nous, hein, des fameux livrets d'apprentissage très formalisés qui perdent un peu de sens et qui sont pas très bien perçus nécessairement par l'apprenti et son maître d'apprentissage, qui sont plutôt vécus comme une contrainte, hein, une contrainte pédagogique supplémentaire. Exactement. Donc, on essaie de se détacher un petit peu de tout cela et de rendre l'apprenti acteur de sa progression et donc de sa montée en compétences. Très bien. Alors, je reviendrai également vers vous, Régis, tout à l'heure pour justement pour les outils dont on a parlé, qui facilitent aussi, qui peuvent faciliter ces relations, et on reviendra un petit peu plus tard sur ce point-là. Je vais me tourner maintenant vers Valérie Aubé-Graïc. Donc, Valérie, vous êtes directrice adjointe, on rappelle, de la mission locale de l'agglomération rouennaise. Mission locale à Rouen, c'est, je crois, un peu plus de 6000 jeunes accompagnés par an. Et puis, dans ces jeunes, il y en a, en 2019, il y en avait près de 500 qui étaient en alternance. La mission locale, elle accompagne, mais c'est un accompagnement qui se décline différemment. Parce qu'il n'est pas que pendant le temps de formation, c'est avant, c'est pendant, c'est après. Expliquez-nous, si vous voulez bien, Valérie, effectivement, quel est le champ en fait de cette dimension de l'accompagnement chez vous? Oui, alors excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, j'ai un problème de caméra, ça marchait très bien. Ah, ça arrive. Voilà. Donc un petit On vous entend très bien, c'est le principal. Bon, tant mieux. Oui, donc vous disiez sur les 6000 jeunes accompagnés en 2019, environ 500 ont trouvé un contrat en alternance. Et effectivement, la mission locale, la marque de fabrique, c'est l'accompagnement global. Elle intervient sur le champ professionnel, mais aussi sur le champ social. Et nous intervenons, les conseillers qui accompagnent les jeunes qui viennent à la mission locale, sont là à toutes les étapes du parcours du jeune. Et effectivement, l'accompagnement se traduit par des temps en amont de l'insertion professionnelle, pendant et après. Ça veut dire qu'un jeune qui arrive à la mission locale et qui, pour multiples raisons, est sorti du système scolaire ou sans solution, ou vient nous voir parce que voilà, il n'a pas réellement travaillé sur son projet. Donc là, on est là pour l'accompagner, surtout pour l'écouter. Et je reprends ce que disait M. Clénet sur le plus possible recueillir son adhésion à un projet professionnel, socio-professionnel. Donc, on est là sur le champ plutôt de l'orientation, de la construction du parcours, et on va pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs ou d'outils comme des périodes en milieu professionnel pour découvrir des métiers. Donc là, on est en amont du projet, avec donc des outils, des dispositifs, des ateliers. Donc, ça peut être un accompagnement individuel dans un premier temps pour recueillir, écouter le jeune surtout sur ses envies ou faire émerger des envies. Voilà. Et dans un second temps, à partir du moment où le projet est plus formalisé, donc on va l'accompagner dans un parcours d'élaboration plus approfondi et la recherche d'un employeur dans le cadre
de sa recherche d'alternance. Et puis, quand tout va bien et que le jeune a la chance de pouvoir signer un contrat, on va être là aussi pour l'aider à s'insérer dans l'entreprise, à faire que son entrée dans l'entreprise se passe le mieux possible. Et on va pouvoir lever certains freins qui peuvent apparaître comme des difficultés liées au logement, à la santé ou à la mobilité. Tout ce champ social est évidemment mené en parallèle, enfin traité en parallèle tout au long de l'accompagnement, mais d'autant plus voilà, pour que l'insertion en entreprise se passe le mieux possible et en lien avec évidemment tous les partenaires de l'alternance voilà, qui sont rassemblés aujourd'hui ici. La notion de partenariat est très importante dans l'accompagnement. D'accord. Il y a une sorte d'accompagnement aussi au-delà de cette période-là. Hein. On parlait presque l'autre jour de service après-vente, en fait, de l'accompagnement, au-delà de simplement aider à trouver le contrat, s'assurer qu'effectivement tous les ingrédients de la réussite soient là. Il ne s'agit pas de lâcher non plus le jeune à ce moment-là. Non. C'est très important d'être présent parce que ça peut être l'entrée dans le monde professionnel peut être très perturbant pour les jeunes parce que c'est un changement total de vie, de rythme. Et c'est une acquisition alors je vais reprendre le mot de compétences ou de savoir-être, de savoir-faire. D'un seul coup, ça peut être très bouleversant. Et donc, on est là aussi pour alors rassurer, accompagner, répondre aux questions du jeune. Mais on est aussi là présent pour l'employeur, notamment voilà, quand il y a, comme je le disais, des difficultés qui sont rencontrées de l'ordre de la mobilité. Par exemple, on peut aider par des aides financières à faire passer le permis, quand il y a un problème de logement. Enfin, on sait bien que tous ces freins peuvent perturber et amener une rupture du contrat. Et donc là, on est là en soutien pour éviter la rupture. Et si rupture il y a, pour permettre aux jeunes de rebondir et surtout de ne pas rester sur ce qu'il peut lui considérer comme un échec, mais qui est, comme le disait Monsieur Klené, une expérience. Donc, fort de cette expérience, même si ça n'a pas fonctionné, et voilà, l'aider à repartir vers une autre expérience. D'accord. Alors justement, vous parlez de rupture. Je vais me tourner vers Julien Mingot maintenant. Donc Julien, vous êtes directeur régional de l'OPCO Acto. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité des 2 dernières années, c'est réseau Opcalia, hein. Peut-être que le terme d'Opcalia est encore plus frais dans la tête que Acto, mais ça va venir. Vous me disiez d'une certaine façon, Julien, qu'en fait chez Acto, on accompagne le contrat, justement. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais accompagner le contrat, moi j'ai compris que c'était effectivement, comme nous l'évoquait Valérie, sécuriser le contrat, donc le parcours de l'alternant. Ah, Julien. Alors, soit votre micro est coupé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement ? On vous entend très bien. Bon, super. Parce qu'a priori, il y a une difficulté sur la vidéo également. Je ne sais pas si vous me voyez. Non, on ne vous voit pas, mais on vous entend bien. Bon, très bien. On va se concentrer sur l'audio alors. Écoutez, merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. Merci à l'IFA Marcel Sauvage pour cette invitation. Et puis, écoutez, je suis ravi aussi d'être en compagnie des autres intervenants que j'ai le plaisir de connaître également. Alors effectivement, vous le disiez, on est en tant qu'OPCO, l'une de nos missions prioritaires, si je puis dire, c'est bien évidemment celle de l'alternance en général, hein, et de l'apprentissage en particulier.
avec dans la démarche un regard quantitatif sur la promotion, le développement de l'alternance, bien évidemment, mais aussi et surtout un regard qualitatif, regard sur lequel, évidemment, pour reprendre les propos de la conférence de Monsieur Cléné, que j'ai écouté avec grand intérêt, l'accompagnement est évidemment une clé de la réussite du déroulé des contrats d'insertion en alternance. À ce titre-là, bien sûr, on accompagne le contrat, on met une focale importante sur la mobilisation de l'entreprise, l'investissement de l'entreprise. On vit l'alternance comme étant un véritable sas d'intégration et d'insertion durable dans l'entreprise. Et à ce titre-là, effectivement, il nous paraît important que l'entreprise accompagne le contrat et surtout qu'elle puisse mobiliser en interne des compétences via le tuteur, via le maître d'apprentissage, qui soit en capacité justement d'accompagner au mieux le jeune ou le moins jeune dans le déroulé de son contrat. Je m'inscris pleinement dans ce qui a été dit par Monsieur Cléné tout à l'heure. J'ai noté un certain nombre d'éléments, notamment apprendre en et des situations. Ça me paraît tout à fait l'objet de l'alternance, être en capacité pour l'alternant d'apprendre des situations professionnelles qu'il vit, tout comme des situations au sein du CFA. Et puis, il a été évoqué aussi une notion qui me paraît importante, c'est le temps à consacrer par le tuteur ou par le maître d'apprentissage. Effectivement, il y a à la fois du temps à libérer parce que c'est important, cet accompagnement-là est la clé de la réussite, l'une des clés de la réussite. Et puis, c'est aussi important pour nous, dans l'accompagnement du contrat que vous citiez, que l'on soit en capacité de pouvoir outiller le maître d'apprentissage, outiller le tuteur. En général, on voit qu'un certain nombre de tuteurs, de maîtres d'apprentissage, même si ce n'est pas une règle absolue, sont d'excellents techniciens. Et parce qu'ils sont d'excellents techniciens, assez logiquement, on les met sur la mission de tuteur. Or, voilà, ce qui est important pour nous, c'est aussi de dire qu'on peut être un excellent technicien. On n'en est pas pour autant forcément et naturellement un excellent pédagogue ou un excellent transmetteur. Et il est donc important pour nous d'accompagner cela également. Peut-être qu'on peut rappeler justement par rapport à ce que vous venez d'évoquer, Julien, que la typologie quand même des entreprises aujourd'hui qui accueillent des jeunes en contrat d'apprentissage. Vous me disiez, on est les derniers chiffres, les dernières analyses, dans les entreprises de moins de 11 salariés, on est à peu près combien de jeunes qui sont dans cette typologie d'entreprise ? Oui, effectivement, je faisais référence à une étude qui a été communiquée il y a quelques jours seulement par la DGEFP, où effectivement, on voyait que majoritairement, les entreprises TPE de moins de 11 salariés, en l'occurrence, ont un nombre majoritairement le plus important d'apprentis. Donc, on voit bien aussi que ce sont des structures qui n'ont pas toujours, j'allais dire, forcément beaucoup de ressources à consacrer à l'accompagnement, et c'est aussi dans ces structures-là qu'il faut, nous semble-t-il, se consacrer pour aller sensibiliser sur la nécessité du temps à consacrer à l'accompagnement et puis aussi aller les outiller, faire en sorte que le tuteur, j'y reviens, le maître d'apprentissage puisse avoir des éléments, puisse avoir des outils pour être dans le meilleur confort possible de l'accompagnement de l'alternant qui lui est confié. D'accord. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'OPCO, vous avez imaginé des dispositifs qui permettent effectivement une meilleure connaissance de ce qu'est le rôle du tuteur, du maître d'apprentissage, de l'aider à acquérir les compétences nécessaires, ou même on va dire presque des automatismes dans certains cas. Oui, tout à fait. Alors, je donnerai deux pistes de réflexion sur le sujet. La première, c'est effectivement le fait d'avoir depuis toujours, si on remonte au contrat de qualification, puis du contrat de professionnalisation, avant que nous ne gérions l'apprentissage, puisqu'il faut rappeler que les OPCO gèrent l'apprentissage depuis la réforme de la formation professionnelle de 2018. Donc, l'accompagnement de l'apprentissage par les OPCO est quand même une mission nouvelle, mais en tout cas, l'accompagnement de l'alternance via le contrat de professionnalisation est évidemment
effectivement un axe beaucoup plus ancien. Très tôt, on a développé au sein du réseau Opcalia des outils justement opérationnels pour accompagner les tuteurs, les tuteurs en l'occurrence à l'époque, puis les maîtres d'apprentissage aujourd'hui, avec des outils qui très vite aussi ont fait appel à des techniques blended learning, etc. Parce qu'on voit bien que le temps à consacrer par le tuteur n'était pas toujours très important et qu'il fallait aussi trouver des alternatives pour lui proposer des modalités pédagogiques qui correspondent à sa disponibilité. Donc, on s'est aussi très tôt penché sur le sujet. Alors, je sais qu'il y aura une conférence cet après-midi sur le sujet qui risque d'être intéressante et qui poursuivra, j'imagine, la réflexion que nous avons là. Donc, effectivement, on a fait en sorte depuis longtemps, et on continue à le faire, de proposer des outils de formation, des outils d'accompagnement à destination des tuteurs, qui soient des outils qui fassent que ça puisse répondre aussi à leurs obligations dans l'entreprise et à leur peu de disponibilité la plupart du temps. Et puis, j'ajouterais un élément complémentaire rapidement. Cet accompagnement des tuteurs, cet outillage des tuteurs, cette sensibilisation et cette proximité qu'on veut avoir avec eux et de fait avec notre entreprise adhérente, on le met aussi spécifiquement en action sur d'autres dispositifs. Je pense là par exemple au contrat de professionnalisation, notamment dans sa déclinaison contrat de pro expérimental, ou via des dispositifs spécifiques que l'on a mis en œuvre au sein du réseau Opcalia, comme le dispositif Prodiat, où là on est sur des dispositifs sur mesure, à l'intérieur desquels on a une action très spécifique sur l'accompagnement, l'outillage et la formation des tuteurs, justement parce que leur rôle est prépondérant. D'accord. On reviendra tout à l'heure aussi avec vous, Julien, sur la façon dont vous accompagnez aussi les apprenants, parce que le réseau Opcalia, qui s'appelle Acto, avait aussi déjà initié des choses sur ce sujet, donc on reviendra dessus. Mais je vais me tourner auprès d'Annabelle Bance. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc Annabelle Bance à la région Normandie, chef de service apprentissage et alternance. Une question déjà, Annabelle, combien il y a d'alternants en Normandie? Une question piège. Hein. Alors bonjour, rebonjour à tous. Merci pour la conférence de ce matin qui était vraiment très éclairante et nous a donné beaucoup de recul aussi. En tous les cas, côté région, pour valider nos grands objectifs et notre mode d'intervention. Et on voit qu'on est dans le juste et dans le vrai. Donc ta question, Jean-Luc, je ne peux pas y répondre et pour cause, ce n'est plus la région qui collecte, qui enquête sur le nombre d'apprentis. Et c'est d'ailleurs un souci parce que le dispositif de suivi des effectifs d'apprentis n'a pas été mis en place au moment de la réforme et que les données sont encore totalement incertaines. La DGEFP communique sur des chiffres provisoires. Voilà, l'info se perd. Mais ça reviendra. Ça fait partie. Voilà, on a des premiers effets de la centralisation. Donc là, ça me permettait de glisser ça, qu'on est quand même sous impact réforme et incertitude et plein de questionnements, jeux d'acteurs qui changent. Je vais quand même te donner un chiffre et donner un chiffre à tout le monde. On serait autour de 26 500 apprentis l'année scolaire précédente en Normandie. Donc c'était en augmentation depuis 3 ans, augmentation continue. Hein. Avant réforme, c'était déjà en augmentation. Donc on attend les chiffres parce que Régis pourrait nous le dire. On est sur certains établissements en forte augmentation, comme c'est le cas au groupe FIM, et puis dans beaucoup d'autres aussi. Je pense que le réseau de la FNADIR aussi a cette capacité à pouvoir un petit peu avoir un avis, non pas un comptage à l'apprenant près, mais aussi une tendance qui, je pense, se confirme là-dessus. Alors, Annabelle, la région, elle est à l'intersection un petit peu de ces différents accompagnements entre les différents acteurs, hein, que sont les entreprises, les organismes de formation et les apprentis. Et tout comme un petit peu dans l'esprit de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le cheval de bataille, c'est quand même la lutte contre les ruptures de contrats et comment et sur quoi, en fait, une collectivité territoriale comme la région Normandie peut ou doit agir pour lutter contre les ruptures?
Oui, tout à fait. C'est vrai que pour la région, ça a toujours été un objectif majeur d'accompagner les CFA et les acteurs d'apprentissage dans la sécurisation des parcours, parce que l'alternance, le mot porte tout l'impact de l'alternance en termes pratiques. Ce sont plusieurs lieux pour l'apprenant, plusieurs interlocuteurs, plusieurs référents. On a vu tous les tuteurs. Hein, le mot tuteur, on ne sait même plus à qui il s'applique parfois. Hein, c'est ce qui s'applique aux tuteurs dans le CFA ou dans l'entreprise ou encore autre. On a entendu dire aussi pour le jeune qui entre en apprentissage, c'est un passage, c'est quand même c'est riche, c'est enrichissant, mais c'est aussi un sacré changement. Et donc, il y a un enjeu majeur que d'accompagner ces différents lieux, ces différentes étapes, ces différents interlocuteurs et d'être organisé, de permettre cette organisation. Donc, tout ça a un coût et nous, la région, depuis les années 2000, hein, on a toujours été présent pour inciter les CFA à porter des projets. Alors au début, c'était des projets d'individualisation des parcours, de positionnement des jeunes, de proposer aux jeunes des modalités d'apprendre diverses pour répondre justement à la diversité des profils des jeunes. Donc ça fait partie de la sécurisation, hein, déjà à l'entrée en apprentissage. Ensuite, il y a la dimension de l'accompagnement social, on en a entendu parler. Hein, l'alternance, c'est aussi beaucoup de mobilité. Entre les différents lieux, le CFA, l'entreprise, le domicile. Donc, il y a un enjeu logement, il y a un enjeu transport, il y a des coûts et des solutions à trouver, sans parler de la restauration. Et puis, il y avait aussi un frein, il y a toujours un frein sur l'enjeu culturel de la mobilité, hein, c'est un frein pour beaucoup, mais qui se déplace maintenant avec ce confinement et le distanciel qui se développe. Et on a un autre aspect qui est plutôt la fracture numérique maintenant, qui vient aussi s'ajouter. Donc tout ça, nous, on intervient sur tous ces volets-là de manière différente, ou diverse en tous les cas. Donc l'accompagnement social dans l'alternance, c'est aussi un aspect sur lequel la région a apporté des financements. Et puis la dimension de la relation tripartite, alors on l'appelle comme ça nous, mais on trouve que c'est assez, ça figure bien hein, la situation. L'employeur, l'apprenti, au milieu le CFA. Le CFA reste au centre de tout ce système, ce parcours d'alternance. Et la loi n'a fait que renforcer ce rôle du CFA qui maintenant porte quasiment tout, hein, toutes les responsabilités. Son rôle, il est d'orienter, d'accompagner, de lutter contre les ruptures, de replacer le jeune s'il a une rupture, de l'accompagner dans les situations sociales difficiles, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, c'est vraiment le CFA qui est au centre de cette relation tripartite. Et donc, sans déborder sur la conférence de cet après-midi, là aussi, les CFA développent des solutions et nous, à chaque fois, on essaie d'apporter des financements sur le coût que ça génère, parce que j'ai beaucoup apprécié ce que disait Jean Clénet sur le temps. Le temps, il faut le financer aussi, hein. Ce temps-là, ce temps d'accompagnement, ce temps de relation à trois, il n'est pas, je trouve, moi, et nous, la région, en tous les cas, direction d'apprentissage, on trouve souvent qu'on a du mal à faire entendre les spécificités de l'apprentissage, celles qu'on vient tous de citer. Ne sont souvent pas entendus ou oui, d'accord, bon, ok, mais bon, voilà, c'est d'alternance, ils se débrouillent, ça se passe bien, globalement, l'alternance. Oui, mais non, mais en réalité, sur le terrain, ça signifie de l'organisation, de l'infrastructure, du temps homme très spécifique, de l'accompagnement fin, individualisé, donc c'est pas rien, quoi. Qui sait faire autant qu'en alternance de l'accompagnement aussi proche que ça des apprenants. Donc, alors pour dire ce que la région a fait et continue de faire avec une autre modalité maintenant, on a toujours financé ces projets-là, on avait divers dispositifs, et puis en 2016, au moment du nouveau mandat et de la fusion de la Normandie, on a carrément intégré l'accompagnement individualisé, la relation tripartite et le social dans le projet d'établissement des CFA, pour que ce soit vraiment une stratégie complètement intégrée, pilotée par chaque CFA. Et c'est vrai que les CFA étaient mûrs hein, pour ça, ils étaient complètement dans cette dynamique, hein, on en avait échangé, on a fait violence à personne, et ça a accéléré hein, le processus autour de l'accompagnement
spécificités de l'alternance. Et bien aujourd'hui, avec sa nouvelle position, la région est encore en capacité à 2 enveloppes, on vient d'accorder presque 22 millions d'euros, est encore en capacité de soutenir les projets des CFA. Donc là, il y a eu un coup d'accélérateur après le confinement pour la continuité pédagogique à distance. Donc on est sur ces enjeux et on les soutient. Et nous, notre but maintenant, c'est ce que tu as dit, c'est on est à la croisée et donc c'est de faire le lien. C'est d'être un partenaire dans tout ce paysage de l'apprentissage qui connaît bien les uns et les autres et qui va essayer que ça se parle au mieux et que les endroits un peu où il a manqué de la prévision dans la réforme, eh bien, la région puisse un petit peu venir empêcher que ça bloque complètement. Et donc, on a des partenariats qui s'enclenchent avec les OPCO. Julien Mingot expliquait tout à l'heure ces actions. Nous, on est à l'écoute aussi des actions des OPCO et ce qu'il indiquait sur la formation des maîtres d'apprentissage, par exemple avec l'OPCO entreprise de proximité, ça fait partie de leurs priorités, notamment pour les nouveaux employeurs qui arrivent, enfin les nouveaux employeurs au sens qui n'ont jamais eu d'apprentis et qui, à la faveur du plan jeune et des aides employeurs à l'apprentissage qui sont importantes actuellement, se lancent à recruter un apprenti et qui finalement n'ont pas l'expérience. Eh bien, on travaille avec EP et en lien avec les CFA pour que ces nouveaux employeurs-là bénéficient d'une formation, donc, comme Julien Mingot disait, avec des formats de modules de formation pour les maîtres d'apprentissage très adaptés à leur temps, à leurs contraintes professionnelles, donc du micro-learning, des petites capsules, vraiment les fondamentaux du maître d'apprentissage pour démarrer. On va en reparler juste après. Oui, bon, pardon. Non, mais c'est vrai que la frontière est difficile à poser parce que c'est un parcours, c'est un continuum. Donc, voilà. Donc, nous, on est très attachés à ça, l'accompagnement de l'alternance, sécuriser les parcours et provoquer des alliances, faire coopérer et travailler de cette manière-là, de manière coopérative. Un nouveau rôle, donc une nouvelle place, de nouvelles missions que vous avez trouvées. Moi, on est dans le commanditaire, beaucoup plus accompagnateur aussi finalement, la région en tant qu'accompagnateur des différents acteurs de l'apprentissage. Très bien, merci Annabelle. Alors, un petit zoom justement, parce qu'on a parlé innovation, on a parlé outils un petit peu tout à l'heure. On a bien senti que dans les dispositifs d'accompagnement, en l'occurrence avec le confinement, il y avait nécessité, force oblige, de trouver d'autres moyens que de faire venir les maîtres d'apprentissage dans les CFA. Personne ne me dira le contraire en disant que ça marchait pas très bien. De toute façon, c'est pas qu'ils n'avaient pas envie de venir, c'est que c'était compliqué. On sait bien pour les maîtres d'apprentissage de trouver le temps de venir participer à ces réunions, et encore plus à trouver du temps à dégager pour des formations. Marion, vous nous disiez justement tout à l'heure qu'il y avait à côté du guide, du guide du tuteur, en interne avait été créé des formations, et notamment une formation qui est dispensée en e-learning, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous, voilà, pour des raisons de temps, on le sait très bien, être tuteur, ça demande du temps. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus autour de cette table ronde. Donc, ce qui a été fait, c'est une formation en e-learning donc, de 1 heure sur les pratiques pour être un bon tuteur au final, au sens du réseau La Poste, bien évidemment, puisque c'est quelque chose qui a été fait par notre école interne, donc de la banque et du réseau. Donc voilà, cette formation dure 1 heure avec des petits modules, des jeux un petit peu de questions-réponses pour les tuteurs avec des points clés sur les différents moments importants de l'alternance, comme par exemple l'intégration, le premier jour de l'alternance sur le secteur, en l'occurrence pour nous, mais aussi tous les points d'étape très importants, que ce soit au début du parcours, à la fin, mais aussi au milieu, parce qu'il ne faut pas faire un point seulement au début et à la fin, parce que pour moi, je trouve que ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc voilà, ce livret est fait en différentes étapes, et il permet aux tuteurs en fait, d'avoir une ligne de temps, un fil rouge qui peut
qui peut l'aider par moment parce qu'on sait que être tuteur, parfois, c'est assez chronophage quand même. Ça demande un certain investissement, sachant que nous, nos tuteurs, ont tout leur quotidien à gérer. Donc, il y a quand même la gestion d'un bureau de poste, mais de la ligne conseiller bancaire, donc qui demande quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, on a trouvé ce moyen-là. En plus, nous, ce qu'on m'a permis de mettre en place, à savoir les réunions préparatoires et les différents points avec nos tuteurs. D'accord, merci bien. Régis, vous évoquiez, quand on a échangé ensemble, justement, les outils qui sont arrivés, qui ont investi le quotidien des CFA et particulièrement du vôtre. Alors, bien sûr, on connaît tous les outils de la gestion administrative, mais vous n'en êtes pas tenu à ça. Aujourd'hui, vous avez développé, vous, un espèce d'écosystème qui aussi joue dans l'accompagnement, du coup, des apprentis. Oui, alors on a utilisé avant la première vague de confinement, bon, comme tous les CFA, bien sûr, on a fait comme on a pu, on a appris énormément pendant cette vague de confinement de mars-avril. Alors on avait la chance, sous l'impulsion et la dynamique de la région, d'avoir été certifié, enfin labellisé CFA numérique normand. Donc on avait déjà mis en place un certain nombre de choses, et là je remercie la région Normandie pour nous avoir accompagnés dans cette dynamique-là, et puis nous avons surfé sur cette dynamique. Alors, sur les nombreux outils, bon, évidemment, on a une plateforme LMS, on a changé d'ailleurs, on est passé de Moodle à It's-Learning, on a un système d'information comme la très grande majorité CFA en France, qui est Ipareo. Et puis, on a commencé à développer un campus numérique avec Google Automne, donc c'est Web Confirm, qui est équipé de 150 salles de cours qui correspond à 150 groupes de formation d'apprentis. Et puis, on utilise ces outils aussi pour professionnaliser l'accompagnement à la fois des équipes pédagogiques et des maîtres d'apprentissage. Donc, l'année passée, comme le disait très justement tout à l'heure Monsieur Clenet, l'innovation, c'est la manière dont on fait alliance pour répondre à des problèmes. L'année passée, on faisait le constat avec les équipes pédagogiques que nos réunions de maîtres d'apprentissage, ma foi, ne répondaient pas à l'ambition qu'on pouvait en faire. Et compte tenu que là, sur les programmes post-bac, on a des entreprises, des maîtres d'apprentissage qui sont un peu éparses sur le territoire, on avait du mal à mobiliser plus de 10, 15, 20% de maîtres d'apprentissage pour une réunion qu'on organisait péniblement au début de l'année. Donc, partant de ce constat, on a dit, voilà, on va utiliser les outils dont on dispose, on va organiser des visioconférences. Et là, tout de suite, le taux de participation était beaucoup plus élevé, beaucoup plus important. Et donc, on a expérimenté l'année passée, un peu bricolé sur un certain nombre de programmes, et puis cette année, j'ai généralisé sur l'ensemble des programmes post-bac plus 2. Et c'était imposé, donc dans les 3 premières semaines de septembre, on a mis en place les réunions de maîtres d'apprentissage en visioconférence, et on a eu beaucoup de succès sur ces réunions d'apprentissage, de maîtres d'apprentissage. Et c'était l'occasion déjà d'une part de présenter qui nous étions, de représenter comment fonctionnait un petit peu un apprenti, quelles étaient les appréhensions qu'il avait dans son parcours d'apprentissage, et puis surtout de permettre à chaque maître d'apprentissage de se présenter, donc créer quelque part du lien et du sens entre les maîtres d'apprentissage qui apprennent à se connaître, même par écran interposé. Et puis, nous avons, au-delà de présenter le programme et les exigences académiques, laissé la parole au maître d'apprentissage pour que les plus expérimentés puissent formuler des conseils aux nouveaux maîtres d'apprentissage qui avaient cette première responsabilité cette année. Donc, ça crée des choses. Un apprentissage par les pairs, du coup, et un accompagnement qui s'est fait assez naturellement sans que vous l'ayez cherché entre pairs. C'était surprenant d'ailleurs. C'était une bonne, c'était une expérimentation qui va au-delà de nos espérances et puis qui va être bien sûr généralisée l'année prochaine. Donc, ça crée un premier lien dès le début de la formation entre l'équipe pédagogique, l'équipe administrative. Elle est très importante aussi dans un processus d'accompagnement à l'équipe administrative. Elle participe à la sécurisation de l'apprenti dans son parcours, parce que ce sont les personnes en première ligne dans un CFA, avec les référents pédagogiques. Les maîtres d'apprentissage qui mettent des visages aussi sur l'équipe administrative, qui leur quasiment jamais dans un parcours de formation, et puis aussi la direction. Voilà, donc, et ce sont des réunions qui sont très timées, sur 1h15 maximum.
D'accord, ben merci pour cette expérience où effectivement l'outil, là en l'occurrence, a permis d'améliorer grandement effectivement la relation avec les accompagnateurs que sont les maîtres d'apprentissage. Alors, on pourrait, oui. Je me permets, justement, pour rebondir sur l'accompagnement de la région, excuse-moi Jean-Luc, on pourrait envisager, pourquoi pas, de certifier la compétence des maîtres d'apprentissage par l'émission d'un badge numérique. Et reconnaître, alors qui porterait ce badge numérique, ça pourrait être la région, accompagnée par les CFA, avec peut-être différents niveaux de reconnaissance de la compétence du maître d'apprentissage, le maître d'apprentissage confirmé, le maître d'apprentissage débutant, et je dirais inciter les maîtres d'apprentissage pour obtenir ce badge à suivre des modules express, des capsules. Voilà. Oui. Tout à fait, parce qu'on s'attache beaucoup à la reconnaissance, M. Clénet en a parlé, nous, ça nous parle énormément. Donc on veut reconnaître et valoriser avec la limite de notre légitimité, mais quand même, et le faire collectivement avec les CFA et les OPCO donne beaucoup de force à cette reconnaissance. Donc sur les maîtres d'apprentissage, alors sans doublonner les certifications qui peuvent exister par ailleurs, les branches qui elles-mêmes reconnaissent leurs maîtres d'apprentissage. Mais oui, on a un axe de travail et on se voit bientôt d'ailleurs. Je me permets juste, Jean-Luc. Et puis après, je voyais des commentaires tout à l'heure sur Calliope. Sur le chat, ce qui était très intéressant. La qualité, faut aussi la voir comme une belle opportunité pour améliorer les choses et mettre au cœur du dispositif l'apprenti et le maître d'apprentissage. C'est-à-dire que quand la boucle est bouclée, normalement, lorsqu'on fait un système d'évaluation de nos dispositifs, de nos actions, à la fin, on restitue les évaluations, la synthèse d'évaluation aux apprentis et aux maîtres d'apprentissage. On leur dit, voilà ce que vous pensez du dispositif. Voilà ce qui va bien, mais voilà aussi ce qu'il conviendrait d'améliorer. Maintenant, on va vous faire travailler et à vous de nous dire comment améliorer les choses. Donc, et là, je crois qu'il faut remettre l'apprenti. Alors, c'est ce que l'on fait sur certains de nos programmes. Ils nous évaluent sur un système digital, ils évaluent le dispositif, les différents blocs de compétences. Et puis, juste avant de nous quitter, on les invite à prendre connaissance de la synthèse de l'évaluation et à cogiter en petits groupes de travail sur les actions qu'il va falloir mettre en œuvre pour améliorer le dispositif et l'action de formation et surtout l'accompagnement, parce que l'accompagnement est évalué par l'apprenti et le maître d'apprentissage. Et ensuite, l'année suivante, on déploie les actions d'amélioration définies par les maîtres d'apprentissage et les apprentis. Très bien, merci Régis. Julien, on avait évoqué, on a commencé d'évoquer tout à l'heure avec vous, effectivement, des dispositifs qui à la fois, bien évidemment, vous l'avez dit, servent les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, mais aussi les apprentis. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'OPCO, être force de proposition pour aider les apprentis, alors soit dans leurs apprentissages eux-mêmes, soit en tant que peut-être rouage dans la relation tripartite, telle que, pour reprendre les termes d'Annabelle tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc, je rebondis effectivement et je m'inscris complètement dans ce qu'évoquait Annabelle tout à l'heure en termes de partenariat coopératif notamment. Je pense que c'est l'un des gages de réussite, c'est que l'ensemble des partenaires qui développent des expertises, la région en premier lieu, les CFA, le réseau des CFA bien évidemment, et les OPCO, et c'est ce que je pense on s'attache à faire en Normandie, ont tout à fait un grand intérêt à travailler ensemble justement pour pouvoir se poser les questions qu'on évoque ce matin et y trouver des solutions qui correspondent aux attentes à la fois des entreprises mais aussi des alternants. C'est vrai que ce qui est intéressant, on en a beaucoup parlé, c'est d'accompagner les tuteurs, les maîtres d'apprentissage, parce qu'on voit bien qu'ils sont un rouage essentiel dans la réussite de l'insertion. On le disait tout à l'heure aussi, c'est un point sur lequel je voulais revenir. On parlait d'accompagnement en proximité, de nécessité de l'accompagnement. Je vois l'alternance, l'apprentissage et l'intégration d'une manière plus globale comme devant être un réel investissement de l'entreprise. Il y a forcément de l'investissement temps notamment, mais pas que, pour l'entreprise à mettre en place pour donner tous les gages de réussite du nouveau salarié qu'elle intègre.
Par rapport à votre interrogation, Jean-Luc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une vision, je dirais, globale, à la fois pour l'entreprise, à la fois pour le tuteur, mais aussi à la fois pour le salarié, pour l'alternant. Ce qui est intéressant, c'est aussi, et c'est ce qu'on s'attache à faire avec les entreprises, d'entendre les besoins qui sont ceux qui peuvent venir en parallèle du cursus de formation que l'alternant a, et voir comment on peut aussi adapter notre offre de service pour venir l'accompagner dans ses besoins détectés. Très bien. Je vais proposer peut-être à Monsieur Clenay non pas de faire une synthèse, mais peut-être d'avoir un mot de la fin en rebondissant sur des choses. Comment, vu de votre Vendée, comment est-ce que vous voyez l'accompagnement chez les Normands qui sont là, ou est-ce que ça vous inspire par rapport à votre expérience des choses intéressantes que vous voudriez, dont vous voudriez nous faire part? La première, pardon. La première remarque que je ferai, c'est que je suis vraiment très heureux d'entendre tout ça et j'ai écouté tout ce que vous avez dit, chers collègues, avec beaucoup d'intérêt. Quand je suis arrivé dans la région Nord-Pas-de-Calais en 1993, j'étais à Orléans à l'époque, mais de ma profonde Vendée, comme vous me l'avez rappelé, vu de là-bas, c'est vrai que c'est loin. Eh bien, quand je suis arrivé dans la région Nord-Pas-de-Calais en 1993, on était loin de trouver tous les indices de qualité dont vous nous avez parlé, dont vous avez parlé depuis maintenant une demi-heure ou une heure. Tout ce dont vous avez parlé, je n'en trouvais aucune trace, ou quasiment aucune trace, peut-être simplement quelques prémices en 93. Donc, mon propos de tout à l'heure, je vais peut-être en retirer une partie un petit peu sombre, parce que c'est un peu dans mon esprit d'être très très critique, mais je crois que c'était aussi mon travail. On est aussi payé pour ça dans les universités. Enfin, on l'était. Et donc, peut-être remettre un petit peu le phare, si vous le permettez, sur quelques-uns de ces bons indices que chacun ou chacune d'entre vous a pu développer. Moi, j'ai été sensible à ce qu'a dit Marion, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. Quand vous parlez de votre mission, je pense que ce principe de la mission du stagiaire adulte, voire du stagiaire apprenti, voire à 15 ans ou à 16 ans ou à 17 ans, l'idée de mission, appelons-le comme on veut, est tout à fait importante parce que j'ai repéré dès 1900, on va dire 96-98, que les missions confiées à nos stagiaires de l'IUP par les entreprises étaient ce qu'elles-mêmes ne savaient pas faire et qu'elles voulaient inventer pour leur organisation. Je ne sais pas si vous voyez la portée de cette idée-là. Je ne dis pas que c'était général, mais je suis persuadé que dans les 3/4 des cas, c'était ça au fond. Et donc, vous voyez le champ exploratoire. Et à la fin de l'année ou des 2 ans ou des 3 ans, selon la durée de formation, la mission était, pour l'essentiel du temps, validée, adoubée, inscrite dans l'organisation. Et accessoirement, mais pas si accessoirement que ça, le stagiaire était embauché. Parce que ça n'existait pas, les ingénieurs de formation à l'époque. Donc, ceux qui avaient la chance d'en avoir un bon sous la main, eh bien, ils le gardaient. Donc, cette notion de mission, et ça ressemble à ce que fait, si j'ai bien compris, Marion, est tout à fait intéressante. Une deuxième idée, c'est celle développée par Valérie. Alors, encore une fois, excusez-moi pour cette familiarité, mais bon, ce sera plus facile. De la mission locale, justement, sur la notion d'accompagnement global. Il est vrai que, y compris les adultes en formation, et là, je pourrais vous donner des cas extrêmes, des cas difficiles, mais qui ont fort bien tourné après, où le stagiaire, l'apprenti qui arrive en formation est souvent en situation de vulnérabilité. Je vais pas y arriver, tant pis, je passe. Je passe. À l'époque, dans l'IUP, on avait énormément de cadres, plus ou moins jeunes, 30-40 ans, qui s'inscrivaient en licence ou en maîtrise ou dans le titre d'ingénieur maître
pour des reconversions, c'était des gens qui arrivaient chez nous, excusez-moi l'expression, qui étaient citronnés, pressés comme des citrons. Ils n'en pouvaient plus du management ordinaire, ils n'en pouvaient plus de leur direction commerciale, ils n'en pouvaient plus de la manière dont on gérait la banque, etc., etc. Définalisation humaine, limite burn-out parfois. Autrement dit, cet accompagnement global, il est nécessaire. Il est humain d'abord à la base, et après, c'est tout l'environnement auquel vous avez fait référence. Je crois que c'est Valérie, je crois, qui a dit ça, sur ces soucis du déplacement, ces soucis du logement, etc., etc. Autrement dit, l'humain n'est pas un esprit sot, comme à l'école on a tendance à le croire, qu'il soit SEAU ou qu'il soit SOT. L'humain est un esprit apprenant qui est à un stade hautement sensible, parfois dans une dynamique positive, parfois dans une dynamique négative, que l'accompagnant s'efforcera de prendre en compte. Un troisième point, celui-là, il a été mis en avant par Régis, je crois, quant à la notion de pouvoir d'apprendre. Alors, je pense que ça a été au cœur de mon exposé. Vous tentez de... je dirais que c'est l'axe que vous essayez de valoriser. Je crois que la raison... Enfin, c'est un choix extraordinairement positif parce que qui dit pouvoir dit aussi responsabilité. Et qui dit responsabilité dit répondre, devenir capable de répondre à la situation, c'est-à-dire de construire les compétences qui vont avec, ou les performances, peu importe, et qui est de répondre de la deuxième dimension. C'est-à-dire, si je réponds, je dois être légitime et je dois être légitimé par rapport à la réponse que je fais. Et ça engage. Je ne sais pas si on peut faire le lien avec l'engagement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, cette notion de pouvoir, de redonner, parce qu'il l'a perdu à certains moments, il l'a perdu encore dans certains cas, redonner le pouvoir de se former et d'apprendre à l'apprenti, au sens général, hein, c'est tout à fait essentiel. Alors, pour moi, ça c'est très, très fort. Un dernier mot peut-être, Jean? Oui, je vais terminer là-dessus. Alors, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir parler de tout le monde, mais j'ai parlé aussi je pense, des décalages temporels. Apprendre dans la situation et apprendre de la situation. Ça introduit la notion de réflexivité qui se fait a posteriori. L'enseignement, c'est apprenez d'abord, sachez d'abord et allez faire. L'accompagnement, c'est vivez des situations, apprenez des situations et produisez les savoirs à partir de ces situations. Vous voyez cette boucle que Piaget nous a fort bien décrit d'ailleurs, réussir et comprendre et réussir, c'est tout à fait ça que ça veut dire. Faire pour apprendre, apprendre pour faire. Je suis désolé pour mes autres collègues qui ont dit des choses tout à fait importantes, mais je suis obligé de rendre la parole. Je suis très obéissant quand il le faut. Non, mais merci beaucoup pour cette mise en perspective, cette prise de recul par rapport aux interventions des uns et des autres. C'est le rôle de l'accompagnateur. C'est le rôle de l'accompagnateur. Voilà. Là, j'étais dans mon rôle. C'était dans un rôle que j'affectionne. Il l'aura joué jusqu'au bout. Merci, merci à Jean Clénet. Merci à vous tous, vous toutes et vous tous qui nous avez transmis toutes ces remarques, toutes ces suggestions et votre expérience là. Et puis merci à tous nos participants qui sont restés. Alors comme quoi on a dû dire des choses intéressantes. Vous avez dû dire des choses intéressantes puisque la grande majorité des gens sont encore connectés